USA. Bonjour, bonsoir. C'est ce nom. Les USA. USA à l'américaine. Comme patronyme, ça a du punch. USA, ça sent bien. Mais malheureusement, le punch n'est pas que dans la consonance, mais aussi et surtout dans les conséquences historiques. Vous savez, les USA n'ont jamais fait partie de la solution. Ils ont toujours fait partie uniquement du problème. Je ne vais pas faire, bien sûr, le narratif de toute l'histoire des USA depuis Christophe Colomb. Mais prenons l'histoire de cette nation émergente aux yeux justement de l'histoire, à partir de la guerre de sécession, la guerre civile dans ce pays. En 1860, Abraham Lincoln est élu président avec moins de 40% de voix. Il est encore loin d'être le grand émancipateur que l'on vantera par la suite. À cette date, il défend au contraire la thèse qui consiste à ne pas remettre en cause l'esclavage là où il existe. Il déclara même en 1854, juste 6 ans avant son élection, ces mémorables phrases dans la Chambre des représentants. Même si tous les pouvoirs de la terre m'étaient donnés, je ne saurais que faire de cette institution qui est établie dans plusieurs États de l'Union. Fin de citation. En disant cela, il faisait allusion à l'abolition qui était à la mode dans certains États du Nord, surtout dans les cercles mondains. Les États du Nord optent pour l'industrialisation et les États du Sud optent pour l'agriculture et les grandes exploitations. Café, maïs, coton, céréales, etc. Et bien sûr, cela sous-entend l'esclavage, pour que les fermes soient plus rentables. Vous vous rendez compte? Faire travailler des gens 16 heures par jour sous le fouet, et en plus, sans les payer. C'est le jackpot universel. Après l'élection de Lincoln, qui avait entre autres dans son programme l'abolition de l'esclavage, intérêt politique oblige, les États du Nord font sécession pour avoir leur propre pays. Le Texas, l'Arkansas, le Tennessee, la Virginie, la Caroline du Sud, rejoints par celle du Nord, la Géorgie, la Floride, la Louisiane, etc. Mais il ne faut pas croire que les États de l'Union voulaient à tout prix abolir l'esclavage. Cette raison invoquée n'était qu'un prétexte pour faire la guerre et imposer, surtout, l'industrialisation à tout le pays, mais sans le diviser. L'idée de l'abolition était un registre de commerce, une raison noble et humanitaire à la guerre contre les États du Sud. Ce qui revient à dire que tu crois te battre pour ton pays, alors qu'en vérité tu te bats pour des industriels. Abraham Lincoln lui-même, avant d'être élu président, avait fait un jour un discours très apprécié devant la Chambre des députés, où il exposait ses idées sur la supériorité de la race blanche sur celle des Noirs. Au lendemain de la guerre, les Noirs ont commencé à fuir les fermes pour rejoindre le Nord et faire la guerre aux esclavagistes. Beaucoup d'esclaves furent exécutés par les fermiers du Sud une fois rattrapés, histoire d'instaurer une terreur aux candidats à la fuite. Lincoln et ses partisans, ses politicards, promettaient des terres aux Noirs après la victoire sur le Sud. Le Nord a fini par gagner et les Noirs ont été libérés, c'est vrai. Mais à part la chute de leur chaîne, ils n'ont rien reçu. Et en plus, une ségrégation raciale terrible pour les Noirs s'est installée au nord comme au sud. Et ils se sont retrouvés complètement isolés de la société et de la vie sociale. Alors, partons de cette guerre de sécession, qui a commencé en 1861 et fini en 1865, avec la victoire totale du Nord sur le Sud, et qui a provoqué la mort de plus de 800 000 personnes.
Le peuple américain, au départ, vers le 16e, 17e siècle, et là je ne parle pas des natifs, je parle des colons venus principalement d'Europe. C'était surtout pour la plupart des voyous de sac et de corde qui fuyaient leur pays pour le Nouveau Monde pour des raisons délictueuses. Ils se sont établis et fait souche. Mais l'héritage psychologique ancestral dans leur gène s'est transmis de génération en génération. Et le caractère violent du voyou peut passer de père en fils. Voilà. Voyons plutôt le fond de leur caractère, et je vous le prouve. Historiquement, la France est le pays qui a fait le plus de guerres dans l'histoire. Mais cela s'étale sur plusieurs millénaires. Au temps de Jésus, plus de 2000 ans avant aujourd'hui. Paris s'appelait Lutèce. Et la Gaule, c'est-à-dire la France, était en guerre contre Rome. Alors que les USA n'existent que depuis 2 siècles à peu près. Voyons voir leur esprit guerrier et chronologiquement, leur caractère va en guerre. Juste après cette fameuse guerre de sécession, qui s'est terminée en 1865. 20 ans après, en 1885, guerre contre Cuba, Porto Rico et les Philippines. Une première fois, parce qu'il y en aura d'autres. 1898, guerre avec l'Espagne, la guerre hispano-américaine pour les colonies. 1899, deuxième guerre avec les Philippines. 1900, les USA, avec une alliance de 6 pays, participent à l'expédition de Chine. Ils prennent Pékin et imposèrent à la Chine la capitulation. 1903, guerre avec la Colombie et les Honduras. 1915, guerre encore avec Cuba, Mexique, Panama, République dominicaine et le Nicaragua. Ah, j'oublie, 1914, participation active à la Première Guerre mondiale, qui était, entre parenthèses, une guerre européenne. 1920, occupation d'une partie du Mexique et de Haïti. 1924, guerre avec le Nicaragua, encore une fois. 1941, Deuxième Guerre mondiale. 1945, atomisation d'Hiroshima et de Nagasaki, alors que ce n'était vraiment pas nécessaire. Mais le président Truman, avec ses généraux, voulait tester leur nouveau jouet, grâce à Einstein et Oppenheimer. Le premier a donné l'idée et le second on a fait une terrible, célèbre et triste réalité. 1950, guerre de Corée. 1958, engagement des troupes américaines au Liban. 1961, débarquement de la baie des Cochons à Cuba pour un grand fiasco. 1964, guerre du Vietnam, et finalement, après 10 ans d'intenses combats, c'est le Vietnam qui l'emporte après plus de 7 millions de morts côté vietnamien. 1965, débarquement de l'armée américaine à Saint Domingue, en République dominicaine, encore une fois. 1983, envahissement de la Grenade, aux Caraïbes. 1989, envahissement de Panama et prise du président général Manuel Noriega, jugé et incarcéré aux États-Unis. 1990, première guerre du Golfe contre l'Irak et aussi intervention musclée en Bosnie. 1992, envahissement de la Somalie pour la capture de Mohamed Farah Aidid. 1999, bombardement incessant de la Yougoslavie. Guerre du Kosovo. 2001, l'armée américaine envahit l'Afghanistan. 2003, deuxième guerre avec l'Irak, envahissement du pays et élimination de Saddam par un procès.
Ah, j'oublie. De 1946 à 1948, 2 ans, les Américains ont pris part dans la guerre civile en Grèce. Et cette guerre civile ne concernait que la Grèce et les Grecs. Encore une chose, cela remonte à plus de 20 ans avant la guerre de sécession. De 1846 à 1848, 2 années de guerre avec le Mexique. Les États-Unis annexèrent la moitié du territoire mexicain. Ce territoire mexicain est aujourd'hui réparti en États. La Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et une partie du Colorado. Tout ça, c'était au Mexique. Et cela sans parler du Texas, qui est une autre histoire. Alors, qui dit mieux? En moins de 2 siècles, ils ont fait plus de guerres que le monde entier. Et cette liste n'est absolument pas exhaustive. Comment peut-on les appeler? Les Klingons? Les hordes barbares? Ou bien les hordes barbares mongoles de Gengis Khan? C'est au choix. Vous n'avez qu'à choisir. Les embargos ont provoqué, les embargos provoqués ou imposés, ce qui était imposé par les USA, ont fait plus de 2 millions de morts dans le monde. L'Amérique n'a jamais cessé d'exporter sa démocratie à coups de balles de fusil et de missiles. Les États-Unis sont perpétuellement en guerre contre tout le monde, comme l'était Rome la toute-puissante. Mais l'histoire est là. Rome a fini par se casser la gueule. Vous savez, il existait plus de 560 tribus d'Amérindiens en Amérique. Je veux dire de natifs américains. Les tribus Cheyennes, et ils étaient plusieurs. Les Comanches et les Sioux se trouvaient dans les grandes plaines. Les Apaches et les Chiricahua, c'est une autre branche d'Apaches. Ainsi que les Navajos et les Pueblos, se situaient dans le sud-ouest des États-Unis. Les Mohawks en Californie. Vous savez ce que c'est? Ce que c'est que la piste des larmes. C'est la déportation massive d'Indiens qui vivaient depuis des siècles dans de riches terres, déportés vers des réserves stériles où il n'y avait ni gibier en quantité, ni moyen de subsister honorablement. Condamnés à mourir de faim, de misère et de maladie. Exactement comme le fait les sionistes avec les Palestiniens depuis maintenant plus de 75 ans. Et comme veut le faire Trump avec le peuple de Gaza. Je vous cite une anecdote assez plaisante et complètement absurde, qui prouve que les Américains, quand il s'agit de leur intérêt, n'ont aucune justice ni mesure devant la logique. En 1924, voit le jour une loi qu'on appelle l'Indian Citizenship Act. C'est-à-dire qu'avec cette nouvelle loi, on accorde enfin la citoyenneté américaine aux Indiens, aux Amérindiens, aux natifs américains. Ils vont avec cette loi devenir américains. Eux qui étaient là depuis des millénaires. Enfin, disons que cette année de 1924 a été une bonne année du moment que les spolieurs de cette partie du monde daignent finalement leur accorder la citoyenneté. Exactement comme les Afro-Américains ou les Hispano-Américains. C'est-à-dire américains, mais de seconde zone. حماري ونركب اللور. Je vous donne une devinette. Quel est le pays qui a été le plus bombardé par les USA? Rare, ceux qui le savent. Très rare. C'est un pays d'Asie, et ce n'est pas le Vietnam. C'est un pays qui n'a jamais été en guerre contre les États-Unis. Et pourtant, c'est le pays qui a subi le plus grand bombardement des USA.
le Laos. C'est un pays du sud-est asiatique. Il est traversé lui aussi par le Mekong. Sa capitale, c'est Vientiane. C'est un pays enclavé, qui n'a pas d'ouverture sur la mer. 8 millions d'habitants à peu près, quelques 300 000 km², ceinturé par la Birmanie, le Vietnam, la Thaïlande et puis la Chine. Et ce pays n'a jamais eu de problème avec les USA. Et n'a jamais été en guerre contre eux. Et pourtant, je vous donne quelques pépites de l'histoire de cette nation voyou qui se veut la championne de la démocratie et qui traite tous les États non conformes aux critères politiques et aux intérêts des USA d'États terroristes et d'États voyous. Andrew Jackson, mort en 1845, quelques 15 ans avant la guerre civile, 7e président des États-Unis, était d'un tempérament très violent et qui ne pouvait supporter la paix et la sérénité. Andrew Jackson, avec son impulsivité, a été souvent impliqué dans de nombreux incidents violents tout au long de sa vie. L'historien J.M. Opal note dans sa biographie que sa volonté de tuer, d'agresser ou de menacer était un thème constant dans sa vie. Il a été impliqué dans plus de 100 combats ou querelles violentes au cours de sa vie. Il avait un tempérament vicieux qui explosait souvent en actes violents et il ne supportait pas la contradiction. Même avec les membres du Congrès. Andrew Jackson avait plus de 100 esclaves sur ses terres. En 1830, alors qu'il n'avait qu'une seule année de fonction encore en tant que président, il encouragea la formation de groupes de vigilance afin de mieux surveiller les esclaves et les abattre en cas de rébellion. Il était lui-même propriétaire d'une plantation dans le Tennessee sur laquelle travaillaient plus de 100 esclaves, dans des conditions atroces, des conditions inhumaines. Et ça, c'était un président des États-Unis d'Amérique. Oui. Lyndon Johnson, celui qui a succédé à JFK en 1963, était connu pour ses comportements déroutants, tels que montrer à l'assistance ses parties génitales lors de réunions un peu houleuses. Diogène aussi le faisait, et il le faisait souvent. Mais ce dernier non seulement était le fondateur de l'école cynique de la philosophie, mais aussi un SDF, qui n'avait rien à cirer de la société qu'il méprisait. Le président Johnson avait beaucoup à cirer avec la société, puisqu'il était le premier magistrat du pays. Vous imaginez un peu. Le président Johnson tenait souvent des propos, comment dirais-je, hors de propos. Il pouvait parler de toilettes avec des ambassadeurs étrangers. Et cela a souvent été pris pour un manque de considération. Bien souvent, des responsables, des représentants étrangers ont interprété ces propos comme un manque de maturité politique. Et ce comportement a souvent été traduit par les spécialistes du comportement comme découlant d'une psychopathie au sens clinique du terme. Richard Nixon, avec son comportement violent et ses excès de démence, surtout en fin de mandat, le place dans la même catégorie que Lyndon Johnson. Ses collaborateurs parlaient souvent de ses manières d'insulter vulgairement ses adversaires, présents ou absents, exactement comme le fait maintenant Trump. Les États-Unis d'Amérique est la nation qui est venue la toute dernière dans l'histoire des nations. Et pourtant, leur arrogance affiche un air de posséder le monde. Churchill disait: quand tu négocies et que tu possèdes un grand bâton, parle doucement. Mais quand tu n'as qu'un petit bâton, faut gueuler. Les USA possèdent un très grand bâton.
Et ils gueulent quand même. Regardez tout récemment leur attitude autour du président ukrainien dans le bureau ovale. Une véritable meute de loups autour d'un cerf. Zelensky était l'invité du président américain. Et les lois de l'hospitalité interdisent au maître de séance de manquer de respect à son invité, de brimer ou d'humilier son invité. La personne qui reçoit dans sa demeure doit être attentionnée, empressée, charmante, prévenante avec qui elle reçoit. Ce sont les lois sacrées de l'hospitalité de nos ancêtres. ولكن لما تحكي زبورك يا داود tu vas raconter tout ça à des voyous. Tu vas dire ça à des voyous. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Je vous pose une devinette. Qui peut mordre l'invité sans respect pour l'éthique et à qui l'éthique ne s'applique pas? Qui? Sinon le chien et l'Américain surtout d'aujourd'hui. Les Américains du Nord savent eux-mêmes qu'ils sont moralement indéfendables. Mais paradoxalement, sont aussi convaincus qu'ils sont nécessaires. Moi, Quasimodo, aussi tordu d'esprit que de corps, au lieu de savoir qui vous êtes, je préférais de loin savoir ce que vous êtes. Retenez l'image du bureau ovale avec Zelensky acculé par ses hôtes. Et je vous propose d'imaginer la corrida. Le taureau, finalement, n'est là que pour faire valoir le torero. Et dans cette image, Trump est le torero qui s'apprête à donner l'estocade. Zelensky n'est là que pour faire valoir Trump. Pour que le peuple américain voit à quel point le président est fort. Pour que ce peuple applaudisse la mise à mort de la bête. Vous savez, c'est un peu comme la justice. Le prévenu n'est là que pour la gloire des magistrats qui le condamnent. La violence des hommes est dans leur nature. Notre nature est violente. La survie de toutes les espèces est liée à la prédation. Le végétal, le marin, l'insectivore, l'animal et celle des hommes n'est pas exclue. Elle est au contraire surmultipliée. Quel intérêt d'être le plus fort si tu n'as pas d'ennemis? Comme avait dit cet excellent Coluche, à quoi bon être roi si ce n'est pas pour abuser? Une société corrompue est une société dans laquelle les hommes ne savent plus exercer leur liberté. C'est dans Le Prince de Machiavel. Aujourd'hui, la plus vieille civilisation de l'humanité se plie sous le diktat de la plus jeune. Et cela est dû à la corruption de la société d'une manière générale. Sacrifier la vie des autres pour que la sienne continue à vivre. Tous l'ont fait. Les rois, les reines, les friqués, les ambitieux, tous. Et même les désespérés. Et cela, c'est à cause, je dirais, du prisme à travers lequel ces gens voient les autres. Le pouvoir. Le pouvoir provoque une dépendance aussi forte que la cocaïne. Et il détruit tout autant. Gouverner, c'est voler. Tout le monde le sait. Et là, je ne fais que citer Albert Camus. Tant que les actes de bienfait seront considérés comme des miracles, l'homme restera loin, très loin de l'humanité véritable. Vous savez ce que c'est que Deus ex machina? Ou Deus ex machina, comme le prononcent certains? C'est du latin. Molière s'en servait dans ses pièces de théâtre. Et cela veut dire celui qui vient du ciel ou d'ailleurs réglera tous les problèmes. Cela peut s'appliquer à Trump. Il va certainement régler des problèmes. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir ce que va surgir de ce règlement et qui seront les bénéficiaires.
Les Américains probablement pour un premier temps. Et ensuite, ça sera les Juifs, les Russes, les Chinois ou les Arabes. Et regardez cette nation où elle en est arrivée aujourd'hui. Aucun contrôle sur les décisions présidentielles. Aucune retenue. Et une crèche peuplée de gosses gâtés par la vie et l'argent. Trump, à peine installé au bureau ovale, qu'il semble dire « à moi les manettes de la console. Maintenant, je vais faire ce que je veux en vrai, et pas uniquement virtuellement. » Il commence par distribuer des postes à sa famille, ses proches, ses amis, les amis de ses amis, ainsi de suite. Il distribue des postes clés avec les privilèges que cela suppose. Au salaire, très haut salaire d'abord, voiture de luxe blindée avec chauffeur en livrée, garde de corps, trié sur le volet en costume, cravate taillée sur mesure à Londres, et l'indispensable, bien sûr, lunettes noires pour faire secret de service, réception mondaine tous les jours pour le caviar de beluga accompagné de l'inévitable Tittinger. Donc le président nomme ses proches à des postes clés pour rafler les mises et profiter du mandat autant que faire se peut. Melanie Trump n'a pas vraiment besoin de poste. De par son acte de mariage, elle est de facto la première dame. Moi, je dirais que la première dame, ça devrait être, en principe, Christina Koch, par exemple. C'est une spationaute qui a battu un record. Flossie Steele, biologiste, c'est elle qui a fait le lien entre le VIH et le sida. Elle l'a Baker, militante des droits civiques, elle s'est battue toute sa vie pour les autres. Ou bien même Stéphanie Sinclair, célèbre chef de gang à Harlem. Gang de Trump ou de Sinclair. Quelle différence? Mais comme vous le savez, ce n'est pas une question de savoir, mais plutôt une question de pouvoir. Il y a aussi les 5 enfants Trump. Donald Jr., l'aîné, Ivanka, Eric, Tiffany et Byron. Puis aussi les conjoints respectifs, bien sûr, cela va de soi. C'est carrément, je dirais, la ruée vers l'or. Alors, il y a Msaad Boulos, le beau-père de Tiffany, un homme d'affaires qui a fait fortune dans le commerce des voitures au Nigeria et qui n'a jamais occupé un poste politique, qui ne connaît rien à la diplomatie. Celle qui consiste à dire non tout en disant oui, avec le sourire ou l'inverse. Celui-ci est nommé conseiller pour le Moyen-Orient à la présidence, parce qu'il a vendu des voitures aux Nigérians. Il y a aussi Charles Kushner, le beau-père d'Ivanka, ambassadeur en France, avec son placard plein de casseroles qui teintent et qui se fracassent. Il a fait de la prison pour escroquerie, un comportement de mafieux avec qui il a des liens et des intérêts. Il y a aussi la petite amie de son fils, Kimberly Guilfoyle, qui travaillait à la télévision et qui est nommée par le président ambassadrice en Grèce, s'il te plaît. La liste est, je dirais, la liste des privilégiés, elle est trop longue pour la débattre ici. Un jour qu'on aura le temps, on prendra une petite tisane et je vous raconterai tout. Mais bon sang de bonsoir de tonnerre de Brest, comme disait le capitaine Haddock. Qu'est-ce qui arrive à cette nation, qui au départ était un modèle du genre? Si les pères fondateurs voyaient ce qu'est devenu la Maison Blanche, ils tourneraient dans leur tombe comme des ventilateurs. Maison Blanche championne de la démocratie. Mon œil. Celui qui arrive au bureau ovale, c'est comme s'il a trouvé la caverne d'Ali Baba. Cela me fait penser à une vieille sagesse japonaise. Si ce n'est pas à toi, si ce n'est pas à vous, ne le prenez pas. Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. Si vous ne savez pas, taisez-vous.
Jadis, les Japonais supposaient toute cette éducation chez l'homme. Avant, pour être connu et reconnu par ses pairs, il fallait écrire une œuvre, faire un record sportif dans n'importe quelle filière, inventer un théorème ou autre chose d'intéressant. Mais ça, c'était avant l'Internet. Aujourd'hui, pour être connu, il suffit d'être con et nu sur les réseaux. Ou encore mieux, avoir un lien quelconque avec la famille Trump et consorts. Vous savez, il y a beaucoup de vérités désagréables, comme il y a aussi beaucoup d'illusions confortables. Freud, Sigmund Freud, avait écrit quelque part, je ne sais plus où, une formule assez surprenante dans sa vérité. La psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux. La psychanalyse, ça sert de passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Tu n'es plus psychotique, mais tu restes malheureux quand même. Et c'est mieux. La philosophie est une école de lucidité. Car avant d'étaler tes pensées devant les autres, tu discutes avec toi-même de tes découvertes philosophiques. Alors seulement, et seulement alors, tu en parles autour de toi. Revenons aux USA. Vous savez, les États-Unis, pour maintenir leur hégémonie sur la planète, possèdent plus de 800 bases militaires dans le monde, sur plus de 100 pays. Je vous donne quelques-unes. Les Émirats arabes, le Koweït, Bahreïn, l'Arabie saoudite, Pearl Harbor aux Philippines. Ils ont 54 bases au Guam, dans le Pacifique. C'est un territoire américain en dehors des USA. 73 bases en Corée du Sud. 119 bases en Allemagne, héritage de la Seconde Guerre mondiale. 120 bases au Japon, héritage aussi. L'Angleterre, 25 bases. 34 à Porto Rico, 44 bases en Italie, 11 bases au Panama pour protéger le canal comme raison visible et disons principale, mais aussi et surtout pour contrôler stratégiquement cette partie du monde. Turquie, 13 bases, parce qu'elle est la jonction entre l'Europe et l'Orient. Portugal, 21 bases avec les Açores. Gabon, Ghana, Ouganda, Centrafrique, Congo, Somalie. Au total, 34 bases en Afrique. Et si vous posez la question, quel est le pays qui a fait le plus pendant la Deuxième Guerre mondiale? La réponse de tout le monde sera les États-Unis, bien sûr. Et pourtant, c'est l'Union soviétique qui a fait le plus, avec plus de 20 millions de morts, dont des millions de soldats. La France, 250 000 soldats morts, et 600 000 en tout, civils et militaires. L'Angleterre, moins de 400 000. Les États-Unis, moins de 400 000, comme les Anglais. Alors pourquoi les gens pensent que c'est les USA? Parce que l'auréole des États-Unis leur vient d'Hollywood. C'est toujours les Américains, les gentils. Et c'est toujours eux qui triomphent. John Wayne, Marlon Brando, Richard Burton, Clint Eastwood, etc. Que peut le monde contre tous ces héros? Ajoutez à cela Batman, Iron Man, Spider-Man, Hulk, etc. Prenons par exemple un des milliers de films sur la gloire des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le jour le plus long. Un film culte sur la gloire des États-Unis, sorti en 1962, avec plusieurs réalisateurs. C'est un des seuls films qui a réuni une multitude de têtes d'affiche, à savoir Henry Grace, dans le rôle du général Eisenhower, Rod Stinger, Richard Burton, Kenneth Moore, Kurt Jürgens dans le rôle du général Gunther Blumentritt,
Et il faut savoir que le vrai général Brumontrit faisait partie de l'équipe de tournage, puisqu'il était conseiller. Henry Fonda, John Owen, Robert Mitchum, George Segal, Robert Ryan, Werner Herzog dans le rôle du général Rommel, Bourvil, Robert Wagner, Nicolas Stewart dans le rôle du général Omar Bradley, Paul Anka le chanteur, Bernard Feressant, Guy Marchand, Steve Forrest, qui par la suite faisait des films péplum. Il y a aussi le film Un pont trop loin, réalisé en 1977, avec Dirk Bogarde, James Caan, Michael Caine, Sean Connery, Edward Fox, Elliot Gould, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Hardy Krüger, Laurence Olivier, Ryan O'Neal, Robert Redford, Maximilien Schell, Live Ullmann, etc. Réalisé par Richard Attenborough. Voilà pourquoi tout le monde croit que les USA sont derrière toutes les civilisations. Pour revenir à Donald Trump, j'attire votre attention sur la guerre commerciale qu'il vient de déclencher contre toute la planète. Il impose 10% de taxes douanières sur toutes les importations qui rentrent aux USA. La Chine, la France, l'Allemagne et 70 autres pays avec des droits allant jusqu'à 30 et 40%. Mais dans cette histoire, quel est son objectif? Bouleverser l'économie de la planète? Priver des millions de personnes de leurs emplois? S'il voulait provoquer une inflation mondiale des prix, les autres pays vont devoir réagir sur le même temps, et c'est l'escalade. Résultat, tout le monde est perdant. À court terme, cela peut donner l'impression qu'il défend l'industrie de son pays. Mais à long terme, cela fragilise toute l'économie du monde. Juste après l'annonce des droits de douane décidés par Trump, Wall Street s'effondre. Le Dow Jones perd plus de 1600 points. Les grandes sociétés technologiques américaines perdent beaucoup d'argent dans cette aventure non réfléchie. Tesla chute de 31%, Nvidia de 15%, Apple 16%, Meta 14%, Amazon 13%, Microsoft 6%, Alphabet de 7,30%, etc. Je vous donne quelques chiffres pour commencer. 24 heures après l'annonce de Trump sur la surtaxation des produits chinois, cette dernière applique sans vague ni démagogie, tout en silence, une taxe de 34% sur tous les produits qui arrivent des USA. Tous les produits. Une mesure radicale est entrée en vigueur concernant une surtaxe sur tous les produits qui entrent aux USA. Sans préavis, sans période de transition, du jour au lendemain, le gouvernement américain a déclaré la guerre au monde, même à ses partenaires et ses alliés, en faisant fi à des décennies d'alliances, aux traités et à la stabilité du commerce mondial. Donald Trump, à peine réélu, ne veut plus négocier. Il veut dominer et soumettre le monde. Et pour ce faire, il est prêt à briser toutes les règles. Mais comme vous le savez, la suprématie commence par l'arrogance et se termine par l'isolement. Seb'ayyam al-Bakour. L'Amérique va commencer par danser sur les cadavres des plus pauvres et finir par pleurer des larmes de sang parce que tout va s'effondrer. Hitler, dans son arrogance, avait aussi cette vision pour le Troisième Reich. Et on sait comment que ça s'est terminé pour les Allemands. Ils sont devenus les esclaves des autres. Vous savez, les alliances entre États se construisent à travers des décennies de partenariat et de confiance, mais peuvent s'effondrer en un instant. Et c'est ce que Trump vient de faire.
Maintenant, plus aucun pays ne peut plus faire confiance aux USA. Son partenaire de toujours, son partenaire soumis et obéissant, son partenaire naturel, vient de lui tourner le dos. Les 100% du gaz et du pétrole canadien allaient aux USA. Et c'est toujours Washington qui fixait les prix, à sa guise. Maintenant, le Canada est en train de négocier avec l'Europe et la Chine. L'Amérique a profité que la Russie est empêtrée dans la guerre avec l'Ukraine pour faire sa déclaration de guerre économique à la planète. Ne tenant compte ni de ses alliés, ni de ses voisins. Même les cousins, l'Angleterre qui marchait la main dans la main avec les États-Unis, sont traités comme le reste du monde. L'Amérique de Trump n'a plus qu'un mot d'ordre: s'enrichir aux dépens des autres. Trump, dans sa tour d'ivoire, a élevé une taxe cumulée pour la Chine jusqu'à 104%. Et la Chine impose maintenant une taxe pour les USA de 145%. Sans oublier que la Chine détient la dette américaine. Les USA doivent des centaines de milliards de dollars à la Chine. Et si la Chine décide de revendre ses dettes aux États tiers, les taux américains vont exploser et l'économie américaine sera paralysée. La Chine contrôle les minerais stratégiques. Elle contrôle jusqu'à 80% des terres rares dans le monde. Et ces minerais, sans ces minerais, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de batterie, et surtout, il n'y a plus de technologie militaire. Et si la Chine pique sa crise, elle peut bloquer des filières entières. Si vous voulez une image, les USA sont la cigale, et la Chine, c'est la fourmi. Pendant des décennies, l'Amérique consommait et la Chine stockait. Il ne faut pas oublier que, par exemple, 90% des iPhones du groupe Apple sont produits en Chine. Et avec la surtaxe, les produits Apple coûteront beaucoup plus cher. Qui va les acheter? Que ce soit Tesla, Apple, Microsoft ou autres, les entreprises américaines importent une grande partie de leurs composants de la Chine. Et si la Chine, qui produit cette technologie et qui possède une grande production de lithium, de zirconium et des terres rares, ferme le robinet, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Avec quoi vivent les grandes sociétés américaines comme Apple, Amazon, Tesla, Nvidia, Meta, Nike, Walmart? Walmart, par exemple, cette dernière possède plus de 6000 entrepôts dans le monde. Elle a enregistré pour la seule année 2023 un chiffre d'affaires de plus de 611 milliards de dollars. Et avec cette surtaxe, ces entrepôts de distribution vont progressivement fermer, ainsi qu'Amazon. C'est la débâcle pour tout le monde. Les géants de la technologie aux États-Unis sont les premiers touchés. Apple a perdu 340 milliards. Amazon, 190 milliards de dollars. Meta, 130 milliards. À Paris, la bourse s'affole. La spirale de la guerre commerciale est bien enclenchée. Les dirigeants de la planète sont à l'unisson. Tout le monde va y laisser des plumes. Et tout le monde le sait. Vous savez, moi j'en veux beaucoup à ce salopard de Christophe Colomb. Et du moment que les USA maintenant ne représentent plus la liberté, qu'ils rendent au moins la statue à la France, comme l'avait suggéré ce député français. Pour finir, je vous dirais que Donald Trump est une personne acerbe. Il l'a toujours été. Du moment que lui est en sûreté dans la Maison Blanche entouré de gardes, il n'a rien à cirer du reste du monde. Comme l'était Hitler dans son bunker sous la chancellerie. Et il ne voit pas le mal qu'il fait à cette malheureuse planète.
Trump est quelqu'un de mauvais, foncièrement mauvais. Et qui se ressemble, s'assemble. Son gouvernement est choisi parmi les plus mauvais des USA. Ce qui rend l'humanité mauvaise, c'est la prolifération des mauvais sur les bancs. Aucun bon garçon n'aurait voté pour Trump, sauf les mauvais comme lui. Et si une majorité ont voté pour lui, cela veut dire tout simplement qu'il y a plus de mauvais que de bons. Beaucoup plus. Pour trouver un Trump, il suffit de se baisser. Mais par contre, pour trouver un Martin Luther King, là il faut suer sang et eau. Les bouts de ferraille, on en trouve partout. Mais pour les rubis, il ne faut pas trop y compter. Les États-Unis sont respectés parmi les nations. Non pas parce qu'ils sont respectables, mais ils ont le respect qu'on doit à tout chef de bande puissant et violent. Lucky Luciano était respecté. Al Capone aussi, ainsi qu'Anastasia. Mais le véritable respect se mérite, comme celui de Mandela, de José Mujica, Angela Merkel, etc. Donald Trump, président des États-Unis encore une fois. Vous savez, je me demande vraiment pourquoi ce genre de cornichon arrive au pouvoir. Moralité de tout ça. Les USA ont amené de la culture, cinéma, musique, jeux, etc. Mais ils ont aussi, malheureusement, amené la mort et la désolation. Et ça efface tous les bienfaits qu'ils ont pu faire. Alors, moralité de cette moralité, c'est que Christophe Colomb est un salopard. Voilà. Ciao.